Le 14 mai 2012, l'Alice, le navire océanographique de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, appareille pour une nouvelle mission. Celle-ci s'appelle MOMALIS, pour Mouvement des oiseaux marins à partir de l'Alice. À son bord, 12 membres d'équipage et 5 scientifiques dont l'attention sera tournée pendant plus de 2 semaines, autant vers les profondeurs de l'océan que vers le ciel. Avec les oiseaux marins, le micronecton est un autre sujet d'étude pour ces scientifiques. Il est composé d'organismes capables de se déplacer dans l'océan, contrairement au plancton. Pendant les 2 jours de traversée, nécessaires pour atteindre leur destination, les îles Chesterfield, le courantomètre acoustique de l'Alice et un sondeur spécialisé vont enregistrer des informations sur la nature des masses d'eau rencontrées et la biomasse qu'elles contiennent. Alors là, j'ai l'île Longue dans mes jumelles. L'intérêt de travailler au Chesterfield, c'est la position géographique des Chesterfield d'une part, au centre de la mer de Corail. On est à mi-chemin entre la Grande Terre et le récif de la Grande Barrière. Alors ce n'est pas des zones complètement vierges de fréquentation humaine. Il n'y a quand même pas grand monde qui passe. Ce qui permet de maintenir certaines espèces, enfin, comme les fous et les frégates sont des espèces fragiles, quoi, qui sont facilement dérangées. Bon, il est 16h, moi je propose qu'on se prépare pour aller à terre. Hein ? Les îles Chesterfield sont constituées de débris coralliens, de tests de foraminifères, d'une végétation typique, principalement du faux tabac, et de ce que les courants marins apportent, des matières plastiques comme sur la plupart des rivages de la planète. Si ces récifs ont maintes fois causé de tragiques naufrages, les îles Chesterfield sont aussi un lieu où la vie explose à chaque retour du printemps. 13 espèces d'oiseaux marins tropicaux s'y retrouvent et y nidifient. En ce début de période de reproduction, plusieurs milliers de couples de fous à pieds rouges, de fous bruns, de fous masqués et plusieurs centaines de couples de frégates se rassemblent. La plupart d'entre eux ne touchent terre qu'à cette occasion. Il était une époque encore proche où le passage d'oiseaux de mer était pour le marin sujet d'inspiration ou de questionnement. Depuis plus de 30 ans, la miniaturisation de l'électronique permet d'équiper ces oiseaux et de suivre leurs déplacements. L'idée de cette mission MOMALIS, elle est très simple. On a d'une part des oiseaux marins équipés de GPS, de transmetteurs Argos, qui vont nous dire où ils vont dans la mer pour se nourrir. Ils vont nous indiquer où se situent les zones qu'ils privilégient pour leur nourriture. Et de l'autre, on a une modélisation océanographique de la mer de Corail, avec les structures de l'océan en surface, où on est capable d'identifier des zones particulières comme des fronts ou des filaments. Et c'est en superposant la carte de l'océan et des structures océanographiques
et les zones de nourrissage des oiseaux marins, qu'on est capable d'identifier lesquelles parmi ces structures océanographiques sont les structures les plus productives de la mer de corail en fait. Enfin, la plupart des oiseaux sont en général monogames, c'est-à-dire on a un mâle et une femelle qui vont s'occuper de la reproduction. Mais chez les oiseaux marins, c'est vraiment très important. C'est des oiseaux qui sont fidèles toute leur vie en fait. La femelle va pondre donc sur le nid. Les nids sont installés ici sur des petits arbustes ou même par terre, pour les fous bruns par exemple. La femelle pond son œuf et ensuite le mâle et la femelle vont incuber l'œuf à tour de rôle. Quand un oiseau est sur le nid, l'autre va chercher la nourriture en mer. Donc il part pendant plusieurs heures, plusieurs jours pour les frégates. Il revient sur le nid, relayer son partenaire, qui lui va partir en mer cette fois-ci. Donc en fait, celui qui est à terre, il doit jeûner et s'occuper absolument de l'œuf pour pas que l'œuf soit sous le soleil ou est froid, pour maintenir la température de l'œuf à une température de 35-40 degrés. Ici, on est venu travailler sur deux groupes d'oiseaux marins, des frégates, qui sont des grands oiseaux océaniques, noirs, qui sont bien connus pour leur jabot rouge lors des parades. Et c'est des oiseaux qui vont rester en vol en permanence, des oiseaux marins, mais qui vont rester toujours en vol, qui vont capturer les proies à la surface. Donc un comportement bien particulier. Sur les frégates, on a posé des balises Argos miniaturisées qui pèsent 9 grammes. On va laisser les balises sur les oiseaux. Elles sont donc très petites, donc ça ne modifie pas le comportement des animaux. Et on va pouvoir suivre ces animaux pendant plusieurs mois, vraisemblablement entre 3 et 6 mois. Et donc leurs allers-retours entre les îles ici et les zones d'alimentation en mer. Et donc là, c'est un système qui envoie un message au satellite. Et donc les informations sont relayées ensuite par le système Argos au CNES à Toulouse. Et donc nous, on peut suivre en direct les déplacements des animaux en mer. Il y a un mâle en bas, une femelle ensuite au premier plan, et à gauche et à droite de la femelle, au milieu, il y a deux mâles avec chacun un poussin. Donc celui de gauche, il a la balise, je voyais l'antenne mais là je la vois plus, et à l'arrière c'est un couple qui est en train de parader là. Donc je vais y aller là. Joël Lallemand, ornithologue, apporte une aide précieuse lors de l'instrumentation des oiseaux en notant toutes les informations les concernant, les références des balises, les dates et heures de pause et de relève. C'est bon. Et voilà, donc là, c'est bon ? C'est bon. Donc là, c'est une femelle. Les petites pattes, les mini-pattes. C'est un oiseau qui est essentiellement aérien, il est en vol en permanence, il a juste besoin des pattes pour s'agripper à des branches, donc en fait les tarses sont extrêmement réduits par rapport à n'importe quel autre oiseau. Tu vois aussi l'énorme queue, qui leur permet d'être extrêmement manœuvrables lorsqu'ils sont en vol pour capturer des proies, pour pirater des fous par exemple. Ils les font cracher en fait la nourriture en vol, en les attaquant, en leur tirant sur l'aile ou sur le dos. Le fou régurgite sa nourriture, c'est un comportement de panique, et la frégate récupère la nourriture en vol. Donc là on va commencer, donc, s'il y a quelques petites plumes irisées, tant pis. Voilà. Et là, donc là un premier groupe de plumes qui est pris par le scotch. Ensuite, donc là la balise est destinée à rester sur l'oiseau entre 6 mois et 1 an, donc il faut que ça soit qu'on l'accroche à un nombre conséquent de plumes du dos. Donc là, je reprends une deuxième série de plumes. La balise. Oui, la balise, elle pèse 9 grammes. L'oiseau, il fait 1 kg, 1,2 kg. C'est des frégates qui font pot. Et voilà. Ok. Ça, c'est la femelle qui cherche à revenir au nid. Donc
Vite, après avoir mis un peu de colle, on sèche et on la relâche tout de suite, comme ça. Le temps de cette mission, 6 frégates du Pacifique et 2 frégates Ariel seront équipées de balises Argos. Ces données permettront de lever le mystère sur le quotidien de ces frégates qui partent prospecter des espaces de l'océan, tels des pêcheurs hauturiers. Leur survie et celle de leurs petits dépend de leur réussite dans la recherche de nourriture. Le deuxième groupe, c'est les fous. Donc là, on a travaillé sur 2 espèces de fous, le fou à pied rouge et le fou brun, qui, elles, sont des espèces donc également de haute mer, mais qui, elles, vont plonger pour capturer leur proie. Le deuxième système qu'on utilise, c'est des GPS miniaturisés, qu'on pose cette fois-ci sur les fous, qui sont donc plus précis, avec une fréquence d'échantillonnage plus rapide, mais il faut récupérer l'appareil. Et donc là, on le pose sur les fous et on laisse l'oiseau partir en mer pendant plusieurs heures pour les fous bruns, plusieurs jours pour les fous à pied rouge. Donc on va essayer de capturer. C'est une femelle, une bonne grosse femelle, avec une voix rauque, alors que l'autre il avait une voix très aiguë. Et voilà. Voilà ma belle. Allez, on va t'équiper et puis on va te relâcher sur ton nid. En route. Donc là on a une femelle, donc c'est le FPR 21, c'est ça. Alors je vais lui mesurer le bec. Alors longueur du bec, longueur 84, donc c'est un bec qui est assez long. Donc là on voit bien sur le bec, ce qui est intéressant, on voit les dents là. Donc là tiens, là il y a une tique d'ailleurs, nos amis les tiques qui viennent nous visiter également. Et donc là on voit très bien les dents en fait, une espèce de cannelure ici en fait, qui permettent aux fous de capturer les poissons volants sans saisir et ensuite donc de le retenir, le poisson dès qu'il est capturé il ne peut plus se détacher du bec et après il l'avale. Alors désolé pour les explications ma vieille. Alors on va sortir l'aile de là. Et voilà, donc là on mesure longueur de l'aile jusqu'à la plus longue plume de l'aile qu'on appelle une rémige, donc ça nous fait du 415. D'ici quelques jours, lorsque le GPS sera récupéré, le poids de l'oiseau sera de nouveau mesuré. La différence entre le poids de départ et d'arrivée de l'oiseau renseigne sur la quantité de capture, mais aussi sur l'énergie que l'oiseau a stockée ou consommée. 50, ça nous fait du 990. Donc là, on va lui poser la bague donc sur le tarse. Voilà. Donc c'est un numéro de série unique quoi, qui permet aussi, si l'oiseau est recapturé ailleurs, en fait, de savoir où il a été capturé. Pour mieux comprendre le comportement des fous, Henri les équipe de temps en temps d'un second capteur. Donc le TDR, c'est un Time Depth Recorder qui va enregistrer la profondeur et la température toutes les secondes. Et dès qu'il rentre en contact avec l'eau de mer, il va enregistrer tout le dixième de seconde. Comme ça, on a exactement le profil de plongée de l'oiseau lorsqu'il est sous l'eau. Là, on voit, c'est quelque chose d'intéressant sur les fous, en fait. C'est ce qu'on appelle un peigne. On voit mieux ici, c'est des espèces de petites dents qui lui permettent en fait de se brosser le plumage quand il se gratte ou bien quand il nettoie son plumage. Tel qu'il est programmé maintenant, il a une autonomie d'1 semaine. Elle se pâme, donc je passe le scotch en dessous. Et voilà, très bien, parfait. Voilà, alors, et on lui mettra comme tache de peinture, on va continuer avec le rouge, oui. D'accord, donc bien le noter. Et voilà, c'est bon, je l'ai. Voilà, donc on va lui mettre une petite tache de peinture qui va permettre de l'identifier à distance. Donc c'est de la peinture, en fait c'est même pas la peinture, hein, c'est un colorant qui est utilisé pour les cheveux, donc qui est complètement... qui pose pas de problème pour l'oiseau et qui part à l'eau. Voilà. Donc, FPR 22, tu peux me mettre les gants sous le bras. Merci. Et on retourne à la maison. Allez, en route. Allez, je te remets dans ton nid. Vas-y. Allez, accroche-toi. Accroche-toi aux branches. Voilà, c'est bien. Tu te calmes. Regarde ton nid là. Regarde ton nid. Regarde comme t'es bien là.
Voilà, c'est bien. Super, allez retourner direct sur le nid là. Et lorsque l'oiseau revient, on recapture l'oiseau, on récupère le GPS et on va vider les mémoires de l'appareil sur un ordinateur portable et récupérer les informations. Donc 2 systèmes complètement différents. Et voilà, c'est bon. Le GPS. Sous le stress de la capture, souvent les oiseaux régurgitent leurs proies qui sont alors collectées et seront remises à Philippe pour analyse ultérieure. Parfois, des surprises de taille attendent les scientifiques. Je te le sors, tu veux voir ça? C'est un régurgitat de fou brun. Ouais. Tu vas être étonné par la taille. Tu vas mettre ça là-dedans. Wow! Ah oui, Ah oui, là ça rigole pas. énorme. Tranquille. Une aiguillette crocodile. Donc ça c'est une aiguillette crocodile. Oui. D'accord. Tylosaurus crocodilus. Donc c'est des poissons de surface quand même. Oui, oui, c'est les poissons qui nagent Ouais, juste à la surface. juste c'est sous ça la surface. Et voilà l'animal avec son bec. On va reconstituer le bec, mais là il a été partiellement digéré par l'estomac du fou. Et on peut voir d'ailleurs que le fou l'a avalé par la tête, alors qu'il a dû le poursuivre par la queue. Donc il a dû le retourner à l'intérieur de son bec. Je prélève un petit bout de nageoire que je mets dans un tube. Je vais rajouter de l'alcool. Rajouter un petit bout d'étiquette. L'analyse génétique des proies des oiseaux marins permettra de préciser leur régime alimentaire et de connaître en partie de quelles ressources leur survie dépend. C'est le FP. Ah, mais c'est joli. 16. Il n'y a qu'un seul trajet par contre. Et on l'a laissé combien de temps lui? 2 jours, il a été posé le 29. Tard. 29 au soir. Quand même. C'est intéressant parce qu'il est parti dans le sens du vent, il est revenu contre le vent. 31, premier, c'est vrai, il aurait dû faire 2 trajets au moins. Hein? Et surtout, il a perdu du poids celui-là. Ben, je comprends bien, puisque là Il a mis combien de temps pour faire il est son pas vélo? parti. 150, puisqu'il est faisait pas parti, 1260, il a perdu 100 grammes. Alors, on va espérer qu'il va faire mieux lui. On va ouvrir. J'espère. FPR 14, c'est lui. Hein. Ok. Ah oui, là, Ah ouais. Oh là là. vache. Wow. Là. Et là, Ah, le GPS s'est arrêté là. Là, il s'est arrêté, mais bon, c'est pas grave, on a le plus gros du trajet quand même. Ça, Wow, c'est impressionnant. Hein. Alors là, la distance, on va reprendre. C'est énorme la distance. C'est ça qui 120 fait- 120. 120 km. Ok. Bon. C'est joli ça. On en a un. Suivant. Voilà. Donc là, il part sud-ouest. Ah, il n'a pas l'air de trouver. Vous savez qu'il tire des petits bords comme ça quand Oui, même. et là, il hop, trouve rien, là, il n'a il se rien nourrit trouvé. pas. Et il remonte. Et là, par contre, Il tourne sa chance par là, là. il trouve des choses. Parce que là, il tourne en rond pendant un certain temps. Hop, là, il revient. Ici, à nouveau, on voit qu'il tourne pas mal. Et il Et là, il revient. décide qu'il Hop. tourne en rentrée. Tel quel, celui qui avait un beau trajet aussi en boucle. Ouais. Parce que Genor, c'est pas dans le même secteur. Tel Celui quel, qui avait le beau trajet, 120 km ouest, c'était le FPR 14. je peux rajouter avec lui. R14. Ah oui, ils sont exactement au même endroit. Il mange au même endroit. Les données des récepteurs GPS s'accumulent, précisant les routes, les destinations des oiseaux marins. Au final, avec un séjour d'une dizaine de jours sur les îles Chesterfield, ce sont 15 fous bruns et 28 fous à pieds rouges qui auront été équipés. Les oiseaux marins vont se nourrir dans des espaces bien définis de la mer de corail, là où se concentrent leurs sources de nourriture. Mais comment expliquer ces concentrations ?
Philippe Borsa et Christophe Menkes, océanographes physiciens, repartent pour une nouvelle radiale au large des îles. C'est toujours le même problème quand les satellites nous donnent une couverture spatiale très dense, très très utile, qui permet de voir des choses à petite échelle, mais ça n'est que la surface. C'est bien le problème et c'est pour ça que les océanographes continuent de faire des mesures en bateau, des mouillages pour accéder à la structure verticale. Et donc l'intérêt de la mission était d'avoir des cartes satellites pour avoir l'environnement grande échelle du niveau de la mer, des fronts en température en particulier, mais aussi d'aller échantillonner sur place pour connaître sous ces fronts de température ou sous ces dénivelés de hauteur de la mer, quelle était la structure verticale de la densité, des courants et de la biomasse de micronectons sur lesquels les oiseaux marins se nourrissent. Source de nourriture pour les oiseaux comme pour les thons, le micronecton est composé de petits poissons, de crevettes ou de céphalopodes, dont la taille se situe entre 2 et 20 cm. Un programme de recherche dirigé par le secrétariat général de la communauté du Pacifique et l'IRD a initié les campagnes à la mer Nectalis pour mieux connaître la chaîne alimentaire de l'écosystème pélagique dont le micronecton fait partie. Donc ici on était dans le bassin des Chesterfield avec une profondeur d'environ 30-40 mètres et là on passe la passe avec une profondeur très réduite. Il y avait 10 mètres et là on quitte les Chesterfield et on voit le tombant qui est extrêmement brutal jusqu'à 250 mètres environ. Donc là on est en train d'acquérir les données ici avec un fond de 250 mètres alors qu'on quitte les Chesterfield. Ce qu'on voit c'est ces 3 panaches ici qui sont des détections d'organismes micronectoniques probablement et qui se situent au-dessus d'une concentration particulière là, qui est assujettie au fond, on le voit, à quelques, si je calcule, 20 mètres au-dessus du fond. Toute la difficulté est d'interpréter ce signal en termes d'espèces biologiques, puisqu'on en voit la trace, mais on ne sait pas quelles sont les espèces effectivement présentes dans la colonne d'eau. C'est pour ça qu'en même temps qu'on fait des mesures acoustiques embarquées, il est nécessaire d'effectuer des coups de chalut pélagique pour échantillonner le micronecton in situ et pouvoir donc dire à quelles espèces appartiennent les détections qu'on voit par acoustique. Donc c'est ce qu'on a fait typiquement durant les campagnes à la mer Nectalis, il y a 6 mois et il y a 1 an. Et c'est ce qu'on aurait dû refaire durant cette campagne également, puisqu'il était question d'identifier les espèces associées au signal acoustique. Le problème qu'on a eu et qui était assez fréquent sur les bateaux, en particulier sur l'Alice dans le Pacifique Sud, c'est que les conditions météorologiques ne nous ont pas permis de faire des coups de chalut à micronecton, puisqu'on a eu très souvent des vents supérieurs à 25-30 nœuds. Donc tu as la carte de température de surface du 30 mètres. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est que je me suis débarrassé des trajets et j'ai juste mis ce qui seraient les zones où ils se nourrissent. D'accord. Plus les trajets que les points où ils se nourrissent. Donc c'est la même chose, on voit simplement que c'est clairement dans les eaux froides que se situent ces zones d'alimentation. Donc là c'est hyper intéressant parce qu'on a l'impression qu'ils sont uniquement dans une espèce de langue froide qui remonte, c'est ça? Oui, voilà. Mais qui correspond à quoi cette langue froide? À mon avis, c'est l'oscillation du front subtropical qui est en train de remonter. Parce qu'on va vers l'hiver, donc le front subtropical remonte vers le nord et il oscille, il a des oscillations qui sont certainement des instabilités. Donc voilà, on a ces intrusions d'eau froide vers le nord sont assez typiques. Là, c'est la cerise sur le gâteau, là. Tu découvres ça. Oui. Alors, inquiétant. qu'est-ce qu'il nous fait le coco? Aïe, 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 aïe. Waouh! 2 trajets longs. Alors là, il fait au moins 250 Et km. lui, pour le coup, il doit aller Sur l'autre, le deuxième au fond. Oh là 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 là. Il va peut-être même sur les 2. Les deux, ouais. Il a fait les 2, ouais. C'est fou, hein. Le cas de le dire. Ces îles sont des oasis pour ces oiseaux marins qui y trouvent les conditions adéquates pour se reproduire en nombre. La vie semble abondante, mais elle est aussi fragile. L'énergie mise en œuvre par ces oiseaux marins pour trouver de quoi nourrir leurs petits a de quoi surprendre. Ainsi, la trajectoire de ce fou à pied rouge
qui a parcouru près de 1000 km en 65 heures, s'éloignant de 300 km de son nid. La raréfaction des poissons, le développement des activités humaines et les changements climatiques impactent sur ces oiseaux qui ont besoin de territoires peu fréquentés pour se reproduire. Les îles Chesterfield sont également un site réputé riche en baleines et cachalots. Donc les baleiniers sont arrivés. Tous ces gens-là, les chercheurs de guano, les baleiniers, utilisaient le bois des îles, se nourrissaient des œufs des oiseaux marins. Bon, il y a eu une époque où les îles ont été assez malmenées. Puis, depuis cette époque, depuis la fin de l'époque baleinière et depuis la fin de l'exploitation du guano, les îles ont été, on peut dire, négligées. Mais elles étaient protégées par leur éloignement. Il y a une prise de conscience assez récente sur la nécessité de préserver cette biodiversité extraordinaire, ces sites extraordinaires que sont les îlots de l'atoll des Chesterfield. Et c'est le rôle de l'Agence des aires marines protégées qui nous a financé d'ailleurs une partie de la mission. Lorsqu'on capture ces animaux, on s'aperçoit en fait qu'ils se nourrissent essentiellement de poissons volants. Or, les poissons volants, si vous regardez la mer, vous ne voyez pas de poissons volants. Les poissons volants, vous les voyez uniquement lorsqu'ils sont dérangés par un bateau, mais également lorsqu'ils sont dérangés en fait, lorsqu'ils sont chassés par des bancs de thon. Et c'est à ce moment-là, en fait, essentiellement, où les fous et les frégates capturent leurs proies, donc les poissons volants, en vol au moment où ils sont pourchassés par les thons. Dans la mesure où on connaît, grâce à ces oiseaux équipés, des zones de concentration, donc pas seulement des oiseaux, mais également des prédateurs comme les thons ou les mammifères marins, on va connaître des zones d'importance dans le secteur de Chesterfield pour la biodiversité. Et ça va nous permettre en fait de mettre en place, en travaillant avec l'Agence des aires marines protégées, de mettre en place des zones de conservation dans le secteur de la mer de corail. À partir du moment où nous avons ce privilège d'étudier les populations d'oiseaux marins des Chesterfield, leur écologie, leur biologie, nous avons aussi le devoir de faire savoir que c'est un site qu'il convient de préserver. Et il est de notre responsabilité, les scientifiques, de le faire savoir, et il est aussi la responsabilité du gouvernement de Nouvelle-Calédonie de faire en sorte de préserver cet endroit pour les générations futures. Les îles Chesterfield, c'est un terrain extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits au monde où on ait une telle diversité d'oiseaux marins, une telle beauté des îlots et du lagon autour. C'est un lagon immense, magnifique. C'est un endroit extraordinaire. Les résultats de cette mission contribuent, par la connaissance qu'ils apportent, à mieux respecter en conscience ces oiseaux marins. Ils ont développé des talents exceptionnels pour exploiter un habitat océanique dont les ressources semblent difficiles à localiser. Cette animation illustre le trajet de 2 frégates du Pacifique. En moins de 20 jours, ces 2 mâles, en fin de période d'élevage du poussin, vont parcourir plus de 4000 km. Un trajet formant 2 boucles parallèles passant par le sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon. Avant de revenir, se poser sur une des îles Chesterfield pour retrouver leurs partenaires et leurs poussins. Au cœur de la mer de corail, les îles Chesterfield, l'archipel aux oiseaux marins, un patrimoine naturel de l'humanité. Leur exploration ne fait que commencer, avec l'aide des oiseaux.